Histoire La bataille des oiseaux. Je vais vous raconter une histoire sur le troglodyte. Il était une fois un fermier qui cherchait un serviteur, et le troglodyte le rencontra et lui dit : « Que cherches-tu ? » ? « Je cherche un serviteur, dit le fermier au troglodyte. « Allez-vous me prendre ? » dit le troglodyte. « Toi, pauvre créature, à quoi ferais-tu de bien ? Essayez-moi, dit le troglodyte. » Il l'engagea donc et le premier travail qu'il lui confia fut de battre dans la grange. Le troglodyte a battu. Avec quoi a-t-il battu ? Pourquoi un fléau ? Bien sûr. Et il a fait tomber un grain. Une souris est sortie et elle a mangé ça. Je vais vous déranger pour ne plus faire ça, dit le troglodyte. Il frappa encore, et il arracha 2 grains. La souris est sortie et elle les mange. Alors ils organisèrent un concours pour voir qui était le plus fort, et le troglodyte amène ses 12 oiseaux, et la souris s'attribue. Vous avez votre tribu avec vous, dit le troglodyte. Aussi bien que vous, dit la souris, et elle frappa fièrement sa jambe. Mais le troglodyte le brisa avec son fléau, et il y eut une bataille rangée à un jour fixé. Alors que toutes les créatures et tous les oiseaux se rassemblaient pour la bataille, le fils du roi de Tetherton dit qu'il irait voir la bataille et qu'il apporterait une nouvelle sûre à son père le roi, qui serait le roi des créatures cette année. Point. La bataille était terminée avant son arrivée, sauf un combat, entre un grand corbeau noir et un serpent. Le serpent était enroulé autour du cou du corbeau, et le corbeau tenait la gorge du serpent dans son bec, et il semblait que le serpent allait remporter la victoire sur le corbeau. Quand le fils du roi vit cela, il aida le corbeau et, d'un seul coup, arracha la tête du serpent. Lorsque le corbeau eut repris souffle et vit que le serpent était mort, il dit : « Pour ta bonté envers moi aujourd'hui, je te donnerai la vue. Monte maintenant sur la racine de mes 2 ailes. » Le fils du roi mit ses mains autour du corbeau devant ses ailes et, avant de s'arrêter, il lui fit franchir 9 bens, 9 glen et 9 mountain moors. « Maintenant, dit le corbeau, vous voyez cette maison là-bas ? Allez y maintenant. C'est une de mes sœurs qui y habite, et j'irai sous caution pour que vous soyez la bienvenue. Et si elle vous demande : étiez-vous, vous êtes à la bataille des oiseaux ? Dites que vous y étiez. Et si elle demande : avez-vous vu quelqu'un comme moi ? Dites que vous l'avez fait. Mais soyez sûr de me rencontrer demain matin ici, à cet endroit. Le fils du roi fut bien traité cette nuit-là. Viande de chaque viande, boisson de chaque boisson, eau chaude pour ses pieds et un lit moelleux pour ses membres. Le lendemain, le corbeau lui donna la même vue sur 6 bens, 6 glen et 6 mountain moors. Ils aperçurent un couple au loin, mais, bien que très loin, ils y furent bientôt. Il reçut un bon traitement cette nuit-là, comme avant, beaucoup de viande et de boissons, de l'eau chaude pour ses pieds et un lit moelleux pour ses membres, et le lendemain, ce fut la même chose, sur 3 bens et 3 glen, et 3 landes de montagne. Le 3e matin, au lieu de voir le corbeau comme les autres fois, qui devait le rencontrer sinon le plus beau garçon qu'il ait jamais vu, avec des anneaux d'or dans les cheveux, un paquet à la main. Le fils du roi demanda à ce garçon s'il avait vu un gros corbeau noir. Le garçon lui dit : « Tu ne reverras plus jamais le corbeau, car je suis ce corbeau. J'ai été ensorcelé par un mauvais druide, c'est ta rencontre qui m'a délié, et pour cela tu auras ce paquet. Maintenant, dit l'enfant, vous devez rebrousser chemin sur les mêmes pas et passer la nuit dans chaque maison comme auparavant. Mais vous ne devez pas perdre le paquet que je vous ai donné avant d'être à l'endroit où vous désirez le plus habiter. »
Le fils du roi tourna le dos au garçon et son visage vers la maison de son père, et il reçut un logement des sœurs du corbeau, tout comme il le reçut en allant en avant. Lorsqu'il approchait de la maison de son père, il traversait un bois voisin. Il lui semblait que le paquet devenait lourd, et il pensa qu'il allait regarder ce qu'il contenait. Quand il détacha le paquet, il fut étonné. En un clin d'œil, il voit l'endroit le plus grandiose qu'il ait jamais vu. Un grand château et un verger autour du château, dans lequel se trouvaient toutes sortes de fruits et d'herbes. Il restait plein d'émerveillement et de regret d'avoir détaché le paquet, car il n'était pas en son pouvoir de le remettre, et il aurait souhaité que ce joli endroit soit dans le joli petit creux vert qui était en face de la maison de son père. Mais il leva les yeux et vit un grand géant venir vers lui. « Mauvais est l'endroit où tu as bâti la maison, fils du roi, dit le géant. Oui, mais ce n'est pas ici que je souhaiterais qu'il soit, même si cela se trouve ici par hasard, dit le fils du roi. Quelle est la récompense pour l'avoir remis dans le paquet comme avant? Quelle est la récompense que vous demandez? Dit le fils du roi. Que tu me donneras ton premier fils quand il aura 7 ans, dit le géant. Si j'ai un fils, tu l'auras, dit le fils du roi. En un clin d'œil, le géant mit chaque jardin, verger et château dans le paquet comme il l'était auparavant. Maintenant, dit le géant, prends ton propre chemin, et je prendrai le mien. Mais tiens compte de ta promesse, et si tu oublies, je m'en souviendrai. Le fils du roi prit la route, et au bout de quelques jours il atteignit l'endroit qu'il aimait le plus. Il détacha le paquet et le château était comme avant. Et lorsqu'il ouvre la porte du château, il voit la plus belle jeune fille qu'il ait jamais vue. Avancez, fils du roi, dit la jolie servante. Tout est en ordre pour toi, si tu veux m'épouser aujourd'hui même. C'est moi qui le veux, dit le fils du roi. Et le même jour, ils se sont mariés. Mais au bout d'un jour et de 7 ans, qui devrait-on voir venir au château sinon le géant? Le fils du roi se souvint de sa promesse faite au géant, et jusqu'à présent il n'avait pas fait part de sa promesse à la reine. Laissez-la faire entre moi et le géant, dit la reine. Dégagez votre fils, dit le géant. Tenez compte de votre promesse. Vous l'aurez, dit le roi, quand sa mère l'aura mis en ordre pour son voyage. La reine habilla le fils du cuisinier et le donna par la main au géant. Le géant s'en alla avec lui, mais il n'était pas allé bien loin lorsqu'il mit une verge dans la main du petit garçon. Le géant lui demanda, « Si ton père avait ce bâton, qu'en ferait-il? Si mon père avait cette verge, il battrait les chiens et les chats pour qu'ils ne s'approchent pas de la viande du roi, dit le petit garçon. Tu es le fils du cuisinier, dit le géant. Il l'attrape par les 2 petites chevilles et le frappe contre la pierre qui se trouvait à côté de lui. Le géant se retourna vers le château avec rage et folie, et il dit que si l'on ne lui envoyait pas le fils du roi, la pierre la plus haute du château serait la plus basse. La reine dit au roi, « Nous allons encore essayer. Le fils du majordome a le même âge que notre fils. » Elle habille le fils du majordome et le donne par la main au géant. Le géant n'était pas allé bien loin lorsqu'il mit la verge dans sa main. « Si ton père avait ce bâton, dit le géant, qu'en ferait-il? Il battait les chiens et les chats lorsqu'ils s'approchaient des bouteilles et des verres du roi. Tu es le fils du majordome, dit le géant en se brisant la cervelle. Le géant revint avec une très grande rage et colère. La terre trembla sous la plante de ses pieds, et le château et tout ce qu'il contenait trembla. Ici avec ton fils, dit le géant, ou en un clin d'œil la pierre la plus haute de la demeure sera la plus basse. Ils durent donc donner le fils du roi au géant.
Lorsqu'ils furent un peu éloignés de terre, le géant lui montra le bâton qu'il avait à la main et dit, « Que ferait ton père de ce bâton s'il l'avait » Le fils du roi dit, « Mon père a un bâton plus courageux que celui-là. » Et le géant lui demanda, « Où est ton père quand il a ce brave bâton » Et le fils du roi dit, « Il sera assis sur son siège royal. » Le géant comprit alors qu'il avait la bonne. Le géant l'a emmené dans sa propre maison et il l'a élevé comme son propre fils. Un jour où le géant était absent, le garçon entendit la musique la plus douce qu'il ait jamais entendue dans une pièce au sommet de la maison du géant. D'un seul coup d'œil, il aperçut le plus beau visage qu'il ait jamais vu. Elle lui fit signe de s'approcher un peu plus d'elle, et elle lui dit qu'elle s'appelait Auburn Mary mais elle lui dit d'y aller cette fois, mais d'être sûre d'être au même endroit vers cette minuit mort. Et comme il l'avait promis, il l'a fait. La fille du géant fut à ses côtés en un clin d'œil et elle dit, « Demain, tu auras le choix entre mes deux sœurs à épouser. Mais dis que tu ne prendras ni l'une ni l'autre, mais moi. Mon père veut que j'épouse le géant, fils du roi de la ville verte, mais je ne l'aime pas. » Le lendemain, le géant sortit ses 3 filles et dit, « Maintenant, fils du roi de Tetherton, tu n'as pas perdu en vivant si longtemps avec moi. Tu épouseras l'une des 2 aînées de mes filles, et avec sa permission de rentrer chez elle avec elle le lendemain du mariage. Si vous me donnez ce joli petit, dit le fils du roi, je vous prendrai au mot. » La colère du géant s'enflamma et il dit, « Avant de la voir, tu dois faire les 3 choses que je te demande de faire. » Dites, dit le fils du roi. Le géant l'emmena à l'étable. Maintenant, dit le géant, 100 de bœufs sont parqués ici, et cela fait 7 ans qu'ils n'ont pas été nettoyés. Je pars de chez moi aujourd'hui, et si cette étable n'est pas nettoyée avant la nuit, elle sera si propre qu'une pomme d'or en coulera d'un bout à l'autre. Non seulement tu n'auras pas ma fille, mais c'est seulement un verre de ton sang frais, bon et beau qui étanchera ma soif cette nuit. Il commence à nettoyer l'étable, mais il pourrait tout aussi bien continuer à mettre en balle le grand océan. Après-midi, alors que la sueur l'aveuglait, la plus jeune fille du géant arriva près de lui et lui dit, « Tu es puni, fils du roi. » « Je suis cela, dit le fils du roi. Viens, dit Auburn Mary, et laisse tomber ta lassitude. Je le ferai, dit-il. De toute façon, il n'y a que la mort qui m'attend. Il s'assit près d'elle. Il était si fatigué qu'il s'endormit à côté d'elle. À son réveil, la fille du géant n'était pas visible, mais l'étable était si bien nettoyée qu'une pomme d'or y courait d'un bout à l'autre et n'y faisait aucune tache. Le géant entré dit, « As-tu nettoyé l'étable, fils du roi ?»« Je l'ai nettoyée, dit-il. »« Quelqu'un l'a nettoyée, dit le géant. »« En tout cas, vous ne l'avez pas nettoyée, dit le fils du roi. »« Bien bien, dit le géant, puisque tu as été si actif aujourd'hui, tu arriveras demain à 7 heures pour couvrir cette étable avec du duvet d'oiseaux, provenant d'oiseaux qui n'ont pas de plumes d'une même couleur. » Le fils du roi était à pied avant le soleil. Il prit son arc et son carquois de flèches pour tuer les oiseaux. Il se rendit dans la lande, mais s'il le faisait, les oiseaux n'étaient pas si faciles à capturer. Il courait après eux jusqu'à ce que la sueur l'aveugle. Vers midi, qui devrait venir sinon Auburn Mary. Tu t'épuises, fils du roi, dit-elle. Je le suis, dit-il. Il ne tomba que ces 2 merles, et tous 2 de la même couleur. Viens déposer ta fatigue sur cette jolie butte, dit la fille du géant. C'est ce que je veux, dit-il. Il pensa qu'elle l'aiderait cette fois aussi, et il s'assit près d'elle, et il ne resta pas longtemps là avant de s'endormir.
Quand il se réveilla, Auburn Mary avait disparu. Il pensait retourner à la maison et il voit l'étable couverte de plumes. Quand le géant revint à la maison, il dit: « As-tu couvert l'étable, fils du roi ? » « Je l'ai couvert de chaume, dit-il. »« Quelqu'un l'a couvert de chaume, dit le géant. »« Vous ne l'avez pas recouvert de chaume, dit le fils du roi. »« Oui, oui, dit le géant. »« Maintenant, dit le géant, il y a un sapin au bord de ce lac là-bas, et il y a un nid de pie à son sommet. Les œufs que tu trouveras dans le nid, je dois les avoir pour mon premier repas. Pas un doit être éclaté ou brisé, et il y en a 5 dans le nid. » Tôt le matin, le fils du roi se rendit là où se trouvait l'arbre, et cet arbre n'était pas difficile à trouver. Son match n'était pas dans tout le bois. Du pied à la première branche, il y avait 500 pieds. Le fils du roi faisait le tour de l'arbre. Elle est venue qui lui apportait toujours de l'aide. Vous perdez la peau de vos mains et de vos pieds. Ah! Je le suis, dit-il. Je ne suis pas plutôt en haut qu'en bas. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, déclare la fille du géant. Maintenant, vous devez me tuer, retirer la chair de mes os, démonter tous ces os et les utiliser comme marche pour grimper à l'arbre. Lorsque vous grimpez à l'arbre, ils colleront au vert comme s'il était sorti de l'arbre. Mais quand tu descendras et que tu auras posé ton pied sur chacun d'eux, ils tomberont dans ta main quand tu les toucheras. Assure-toi de te tenir sur chaque os, n'en laisse aucun intact. Si tu le fais, il restera en arrière. Mets toute ma chair dans ce linge propre, près de la source, aux racines de l'arbre. Quand tu viendras sur terre, arrange mes os, mets la chair dessus, asperge-la avec l'eau de la source, et je le ferai. Sois vivant devant toi, mais n'oublie pas un os de moi sur l'arbre. Comment pourrais-je te tuer, demanda le fils du roi, après ce que tu as fait pour moi? Si vous n'obéissez pas, vous et moi sommes fichus, a déclaré Auburn Mary. Vous devez grimper à l'arbre, sinon nous sommes perdus, et pour grimper à l'arbre, vous devez faire ce que je dis. Le fils du roi obéit. Il a tué Auburn Mary, coupé la chair de son corps et détaché les os, comme elle le lui avait dit. Tandis qu'il montait, le fils du roi plaça les os du corps d'Auburn Mary contre le côté de l'arbre, les utilisant comme marche, jusqu'à ce qu'ils passent sous le nid et se tiennent debout sur le dernier os. Puis il prit les œufs, et descendit, posa son pied sur chaque os, puis les emporta avec lui, jusqu'à ce qu'il arrivât au dernier os, qui était si près du sol qu'il ne parvint pas à le toucher avec son pied. Il remit alors en ordre tous les os d'Auburn Mary au bord de la source, y mit la chair et l'aspergea d'eau de la source. Elle se releva devant lui et lui dit: « Ne t'ai-je pas dit de ne pas laisser un os de mon corps sans marcher dessus? Maintenant je suis boiteuse à vie. Tu as laissé mon petit doigt sur l'arbre sans le toucher, et je n'ai que 9 doigts. Maintenant, dit-elle, rentre vite à la maison avec les œufs, et tu me marieras ce soir si tu peux me connaître. Mes 2 sœurs et moi serons vêtues des mêmes vêtements et faites comme l'une l'autre. Mais regarde-moi quand mon père dit: Va vers ta femme, fils du roi, et tu verras une main sans petit doigt. Il a donné les œufs au géant. Oui, oui, dit le géant, prépare ton mariage. Et puis, effectivement, il y a eu un mariage, et c'était un mariage. Des géants et des gentlemen, et le fils du roi de la ville verte était au milieu d'eux. Ils se sont mariés et la danse a commencé. C'était une danse. La maison du géant tremblait de haut en bas. Mais l'heure du coucher arriva et le géant dit: Il est temps pour toi d'aller te reposer, fils du roi de Tetherton.
Choisis ton épouse et la prendras avec toi parmi celles-là. Elle tendit la main où se trouvait le petit doigt, et il la saisit par la main. Tu as bien visé cette fois aussi. Mais on ne sait pas si nous pouvons te rencontrer par un autre chemin, dit le géant. Mais ils sont allés se reposer. Maintenant, dit elle, ne dors pas, sinon tu es un homme mort. Il faut fuir vite, vite, sinon mon père te tuera certainement. Ils sortirent et montèrent sur la pouliche bleu-gris dans l'écurie. Arrêtez-vous un moment, dit elle, et je jouerai un tour au vieux héros. Elle sauta et coupa une pomme en 9 parts, et elle mit 2 parts à la tête du lit, et 2 parts au pied du lit, et 2 parts à la porte de la cuisine, et 2 parts au grand lit. Porte et une à l'extérieur de la maison. Le géant s'est réveillé et a appelé. Tu dors? Pas encore, dit la pomme qui se trouvait à la tête du lit. Au bout d'un moment, il rappela. Pas encore, dit la pomme qui se trouvait au pied du lit. Peu de temps après, il appela de nouveau. Tu dors? Pas encore, dit la pomme à la porte de la cuisine. Le géant a rappelé. La pomme qui était à la grande porte répondit. Tu t'éloignes maintenant de moi, dit le géant. Pas encore, dit la pomme qui se trouvait à l'extérieur de la maison. Vous volez, dit le géant. Le géant sauta sur ses pieds et se dirigea vers le lit, mais il était froid et vide. Les tours de ma propre fille me mettent à l'épreuve, a déclaré le géant. Voici après eux, dit-il. Au petit jour, la fille du géant a déclaré que le souffle de son père lui brûlait le dos. Mettez vite votre main, dit-elle, dans l'oreille de la pouliche grise, et tout ce que vous y trouverez, jetez-le derrière nous. Il y a une brindille de prunellier, dit-il. Jetez-le derrière nous, dit elle. À peine fit-il cela, qu'il y avait 20 000 de bois de prunellier, si épais qu'à peine une belette pouvait y passer. Le géant est venu tête baissée, et le voilà en train de s'enfiler la tête et le cou dans les épines. Les tours de ma propre fille sont là comme avant, dit le géant. Mais si j'avais ici ma grande hache et mon couteau en bois, je ne mettrais pas longtemps à m'en sortir. Il rentra chez lui pour la grande hache et le couteau en bois, et bien sûr, son voyage ne tarderait pas, et c'était lui le garçon derrière la grande hache. Il ne tarda pas à se frayer un chemin à travers le prunellier. Je laisserai ici la hache et le couteau en bois jusqu'à mon retour, dit-il. Si vous les laissez, laissez-les, a déclaré un sweat à capuche perché dans un arbre. Nous les volerons. Les volerons. Si vous voulez faire cela, dit le géant, je dois les ramener à la maison. Il est rentré chez lui et les a laissés à la maison. Dans la chaleur du jour, la fille du géant sentit le souffle de son père lui brûler le dos. Mettez votre doigt dans l'oreille de la pouliche et jetez derrière tout ce que vous y trouvez. Il saisit un éclat de pierre grise et, en un clin d'œil, il y avait 20 000, en largeur et en hauteur, d'un grand rocher gris derrière eux. Le géant arriva avec toute sa fourrure, mais il ne put dépasser le rocher. Les tours de ma propre fille sont les choses les plus difficiles que j'ai jamais rencontrées, dit le géant. Mais si j'avais mon levier et ma puissante pioche, je ne tarderais pas à me frayer un chemin à travers ce rocher aussi. Il n'y avait aucune autre aide que de diriger la chasse à leur place. Et c'était lui qui fendait les pierres. Il ne tarda pas à se frayer un chemin à travers le rocher. Je laisserai les outils ici et je ne reviendrai plus. Si vous les laissez, laissez-les, dit le sweat à capuche. Nous les volerons. Les volerons. Faites-le si vous le voulez. Nous n'avons pas le temps de revenir en arrière. Au moment de briser la montre, la fille du géant a déclaré qu'elle sentait le souffle de son père lui brûler le dos. Regarde dans l'oreille de la pouliche, fils du roi.
Sinon nous sommes perdus. Il l'a fait, et c'était cette fois une vessie d'eau qui était dans son oreille. Il le jeta derrière lui et il y avait derrière eux un lac d'eau douce, long et large de 20 milles. Le géant s'est avancé, mais avec la vitesse qu'il avait sur lui, il s'est retrouvé au milieu du lac, il a coulé et il ne s'est plus relevé. Le lendemain, les jeunes compagnons arrivèrent en vue de la maison de son père. Maintenant, dit-elle, mon père s'est noyé et il ne nous dérangera plus, mais avant d'aller plus loin, dit-elle, va chez ton père et dis que tu as des gens comme moi. Mais que ni homme ni créature ne vous embrasse, car si vous le faites, vous ne vous souviendrez pas que vous m'avez jamais vu. Tous ceux qu'il rencontrait lui donnaient la bienvenue et la chance, et il ordonnait à son père et à sa mère de ne pas l'embrasser. Mais comme un accident allait se produire, un vieux lévrier était à l'intérieur, et elle le reconnut, et sauta à sa bouche, et après cela il ne se souvint plus de la fille du géant. Elle était assise au bord du puits lorsqu'il la quitta, mais le fils du roi ne venait pas. Au milieu de la nuit, elle grimpa sur un chêne qui était à côté du puits, et elle resta toute la nuit dans la fourche de cet arbre. Un cordonnier avait une maison près du puits, et le lendemain vers midi, le cordonnier demanda à sa femme d'aller lui boire un verre au puits. Lorsque la femme du cordonnier arriva au puits et qu'elle aperçut son ombre qui était dans l'arbre, pensant que c'était sa propre ombre et elle n'avait jamais pensé jusqu'à présent qu'elle était si belle, elle jeta le plat au plat qui était là dans sa main, et il fut brisé par terre, et elle se rendit à la maison sans vase ni eau. Où est l'eau, ma femme? Dit le cordonnier. Espèce de vieux carle traînant et méprisable, sans grâce, je suis resté trop longtemps ton esclave de l'eau et du bois. Je pense, ma femme, que tu es devenue folle. Va vite, ma fille, chercher à boire pour ton père. Sa fille y est allée, et cela lui est arrivé de la même manière. Elle n'avait jamais pensé jusqu'à présent qu'elle était si adorable et elle est rentrée chez elle. À boire, dit son père. Espèce de chaussure filée à la maison, Karl? Penses-tu que je suis apte à être ton esclave? Le pauvre cordonnier crut que leurs ententes avaient changé, et il se rendit lui-même au puits. Il a vu l'ombre de la jeune fille dans le puits, et il a levé les yeux vers l'arbre, et il a vu la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Votre siège vacille, mais votre visage est clair, dit le cordonnier. Descendez, car on a besoin de vous pour un moment chez moi. Le cordonnier comprit que c'était là l'ombre qui avait rendu fou son peuple. Le cordonnier l'emmena chez lui et lui dit qu'il n'avait qu'un pauvre garçon, mais qu'elle devrait avoir une part de tout ce qu'il contenait. Un jour, le cordonnier avait préparé des chaussures, car ce jour-là même, le fils du roi devait se marier. Le cordonnier allait au château avec les chaussures des jeunes gens, et la jeune fille dit au cordonnier, « Je voudrais voir le fils du roi avant qu'il se marie. » « Viens avec moi, dit le cordonnier, je connais bien les domestiques du château, et tu verras le fils du roi et toute la compagnie. » Et quand ces messieurs virent la jolie femme qui était ici, ils l'emmenèrent dans la salle des noces et lui servirent un verre de vin. Alors qu'elle allait boire ce qu'il y avait dedans, une flamme sortit du verre, et un pigeon d'or et un pigeon d'argent en sortirent. Il volait quand 3 grains d'orge tombèrent sur le sol. Le pigeon d'argent bondit et mangea tout ça. Le pigeon d'or lui dit, « Si tu te rappelais quand j'ai déblayé les tables, tu ne mangerais pas ça sans m'en donner une part. » De nouveau, 3 autres grains d'orge tombèrent, et le pigeon d'argent bondit et mangea cela comme auparavant. Si vous vous souveniez de l'époque où j'avais couvert les tables, vous ne mangeriez pas cela sans me donner ma part, dit le pigeon d'or. 3 autres grains tombent,
Et le pigeon d'argent bondit et mangea cela. Si tu te rappelais quand j'ai harcelé le nid de pie, tu ne mangerais pas ça sans me donner ma part, dit le pigeon d'or. J'ai perdu mon petit doigt en le descendant et je le veux toujours. Le fils du roi s'en souciait, et il savait qui était devant lui. Eh bien, dit le fils du roi aux convives du festin, quand j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, j'ai perdu la clé d'un cercueil que j'avais. J'en ai fait fabriquer une nouvelle, mais après qu'elle m'a été apportée, pour moi, j'ai trouvé l'ancienne. Maintenant, je laisse à n'importe qui ici le soin de me dire ce que je dois faire. Laquelle des clés dois-je garder? Mon conseil, dit l'un des invités, c'est de garder l'ancienne clé, car elle s'adapte mieux à la serrure et vous y êtes plus habitué. Alors le fils du roi se leva et dit, je te remercie pour ton sage conseil et ta parole honnête. Voici mon épouse, la fille du géant qui m'a sauvé la vie au péril de la sienne. Je l'aurai et aucune autre femme. Le fils du roi épousa donc Auburn Mary et le mariage dura longtemps et tous furent heureux. Mais tout ce que j'ai eu, c'est du beurre sur un charbon actif, du porridge dans un panier, et ils m'ont envoyé chercher de l'eau au ruisseau, et les chaussures en papier ont pris fin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.